épisode 155, le soccer ou le football européen. La pratique sous forme jouée, le développement technique, le développement tactique et l'adaptation des éducatifs avec Grégory Allé-Peusiot. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du coaching. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance d'accompagner des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Ce podcast est donc ma façon de vous amener au cœur de mon travail en décomposant les stratégies que j'aborde avec des entraîneurs ou bien en interviewant des sommités qui mènent des études scientifiques en lien avec le coaching. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, on fait un peu des deux. En fait, aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant. Comment concevoir des environnements d'entraînement qui maximisent la performance en match des athlètes dans les sports d'invasion, les sports territoriaux, les sports technico-tactiques, avec un gros accent sur le soccer ou le football européen, comme c'est le temps de la Coupe du Monde en ce moment. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que mon invité est Grégory Allé-Peusiot, qui est éducateur et chercheur en sciences et management du sport, affilié avec Soccer Lac-Saint-Louis et le HEC Montréal. En fait, Grégory est un entraîneur de soccer depuis l'âge de 16 ans. Son parcours est marqué par une curiosité intellectuelle, car il détient une maîtrise en technologie de l'information, au cours de laquelle il explore l'utilisation des médias dans la formation des jeunes joueurs. En 2014, une spécialisation au Brésil l'introduit à la recherche, amorçant un parcours académique qui le mène à une maîtrise en psychopédagogie à l'Université Laval, puis à un stage de recherche à l'Université de Porto au Portugal. Tout en évoluant comme entraîneur sport-études à Montréal, il signe une trentaine de publications scientifiques sur le développement des joueurs. Il poursuit même présentement une maîtrise en management du sport au HEC Montréal et lance Game Shaping, un projet pour outiller les entraîneurs en sport collectif dont il présente à la fin de notre conversation. Fait que vous m'avez déjà entendu parler de l'importance d'avoir une perspective pré-académique, donc de coacher et de faire de la recherche en même temps. Moi, c'est ce que je prône, c'est ce que je fais aussi dans mon quotidien. Je continue à coacher un petit peu on the side et puis je fais de la recherche. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on est grandement servi parce que cette combinaison de coaching, de formation, de 30 publications scientifiques environ avec Grégory, eh bien, on est vraiment servi. Et dans cet épisode, on aborde l'importance d'expliciter sa vision de jeu pour gérer les probabilités. On parle de lire les séquences d'actions plutôt que les actions isolées et l'importance que ça peut avoir. On parle de la pratique sous forme jouée comme plateforme de transfert des habiletés de la pratique au match et comment est-ce qu'on peut modifier les formats de nos éducatifs pour cibler des habiletés précises. Donc, si vous êtes dans un sport territorial, sport d'invasion, sport technico-tactique, ici, on parle de football européen, football américain, hockey, basketball, rugby, tous ces sports-là, eh bien là, vous êtes au rendez-vous, vous êtes à la bonne place. Si en général ces questions-là vous parlent, eh bien je vous invite à vous abonner au balado ou à l'infolettre via le site web coachfrankphd.com. Vous pouvez y obtenir un outil ou une formation gratuite. À tous les auditeurs et à toutes les auditrices fidèles, je vous invite aussi à me suivre sur les médias sociaux @coachfrankphd. Puis si c'est le site web, coachfrankphd.com. Vous me comprenez, que ce soit sur les médias sociaux ou via l'infolettre, on essaie de partager des trucs et des ressources utiles. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, que j'ai nommé plus tôt et qui est dans la description pour en savoir plus. Et donc, la table étant mise, je vous dis bon podcast. Grégory, bienvenue à Temps d'arrêt. J'apprécie. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Ben, merci à toi d'être là. Puis, tu sais, dans toutes nos conversations préparatoires aujourd'hui, tu parles du rôle de l'entraîneur, d'avoir une liberté. Tu sais, à quel point tu penses qu'on devrait explorer cette liberté-là comme entraîneur? Dans le sens que dans la pré-conversation, tu me disais que
Dans certains pays, ça va être très rigide la façon de jouer. Donc, de en bas jusqu'en haut, on va avoir une certaine façon de jouer. Moi, je le vois dans certaines structures sportives. Il y a des régions du Québec, dans un sport X, parce que je veux pas en mettre nécessairement on the spot, qui vont dire, OK, ben nous, en secondaire 1, on joue ça, puis parce que jusqu'à ce qu'on se rende à l'université, on va jouer le même style de jeu. Est-ce qu'on devrait plus encourager les athlètes à être les entraîneurs ou les fédérations ou les structures à explorer une grande diversité de jeux, ou on devrait rester quand même... Parce qu'il y a quand même des avantages à être aligné de haut jusqu'en bas. 100%, mais je peux le voir d'une façon d'organisation. Si on compare une équipe à une entreprise, avoir une culture au sein de l'entreprise, avoir une façon de faire au sein de l'entreprise, c'est essentiel pour consolider l'image et le résultat. Si on revient au sport, c'est totalement naturel d'une organisation vouloir fonctionner d'une certaine façon. Maintenant, au sein de cette organisation-là, un ou une entraîneur pourrait dire, ben, il me faut un petit peu plus de lousse pour essayer de tester les limites. Imaginons que dans un match, les choses ne se déroulent pas de la façon dont on veut parce que le protocole est trop rigide. Parce que pour faire face à une situation, ça devient un peu trop contraignant de faire, comme on dit en anglais, by the book, d'y aller exactement selon le protocole. Et si on ne laisse pas ce lousse-là pour les entraîneurs d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, d'explorer les limites, juste pour se donner plus d'outils, plus de ressources pour faire face à certaines situations, mais finalement, on dit ce qu'on fait, c'est que nous, on opère, on n'est pas en train de jouer. Or, le jeu, ça exige justement d'être plus flexible, et c'est pour ça que autant les entraîneurs que les joueurs devraient avoir ce lustre-là pour se doter de ressources supplémentaires. Ben oui, puis qu'il y a de résoudre des problèmes en temps réel, parce que comme tu l'as dit, tu sais, ça va tout le temps. Oui, on peut se préparer à plusieurs problèmes, mais les problèmes qu'on a à résoudre durant les matchs, ben ils vont toujours changer. Puis pour moi, ce que tu dis là, ben c'est une question de favoriser le développement de l'intelligence sportive de l'athlète, qui soit capable de transposer ce qu'il apprend dans plusieurs contextes et non juste dans une certaine formation, dans un certain style de jeu. Puis là, c'est un peu, ça met vraiment bien la table sur ce que je voulais qu'on discute aujourd'hui, puis ce qu'on a préparé de discuter. Où est-ce que, tu sais, on veut explorer un peu les limites du coaching, puis les limites du coaching dans le terme de la conception des séances d'entraînement, la conception des pratiques, la conception des éducatifs. On va en parler, mais en préparation, tu sais, tu me disais que tu as eu plusieurs expériences qui ont comme changé ta façon de voir, puis je peux déjà le voir, tu sais, en lisant tes articles, en regardant tes travaux, comme clairement que tu réfléchis puis tu te poses bien les questions, puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, puis j'avais vraiment hâte de discuter juste en lisant les articles ce matin d'ailleurs. Mais tu me parlais justement qu'il y a un moment où est-ce que ça a vraiment changé ta façon de voir ta contribution. Puis plus spécifiquement, quand tu as participé à la formation UEFA A en Écosse, ça semble avoir changé ta façon de voir ta contribution au soccer. Comme, parle-moi donc un peu de cette expérience-là. Comment ça a changé ta conception ou ta contribution? 100%, je pense que c'est en lien autant avec cette expérience-là en Écosse que les articles, parce que merci beaucoup d'avoir fait tout ce travail-là d'exploration, de beaucoup d'écrits, beaucoup de propos. Là, ma façon de répondre à la question de comment cette expérience-là de la licence UEFA a contribué à changer la perspective, j'identifie plus ça comme une interaction. Je m'explique. C'est que au Québec, comme dans certains voyages que j'ai faits, très, très, très curieux, j'ai cumulé un bon nombre d'opportunités de formation. À un moment donné où, dans mon parcours, le message que je recevais, c'est que si je voulais me rendre à un certain endroit, il me fallait des badges, il me fallait des licences qui soient reconnues. Et la licence la plus réputée au monde est celle de l'Europe, la Confédération européenne qui est l'UEFA. Et donc là, j'ai commencé par la B, j'ai fait un séjour en Écosse. Et ensuite, bien évidemment, quand tu rentres dans un écosystème, on te vend le niveau suivant. Et là, je suis rentré dans la A. De manière intéressante, la A est entrée en scène exactement durant le temps de COVID. Parce que j'avais fait la B avant la COVID et là, l'invitation pour la A est arrivée alors qu'on était en plein confinement. Donc, j'ai commencé les cours à distance avec le bel accent écossais qu'on peut reconnaître dans les médias des commentateurs. Et donc, ça taquinait l'oreille, mais surtout, c'est que au fur et à mesure où je continuais mes travaux de lecture, de questionnement, comme tu disais tantôt, de tenter de tester des positions avec des gens au Canada, des gens au Portugal, des gens au Brésil,
compose un peu le mix de gens avec qui je travaille sur une base régulière. Là, c'était de dire, OK, ben, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ça, de me replonger dans l'univers écossais et de voir la pleine demande. Quand je dis demande, c'est que une fois que tu arrives là-bas, il y a une mission, c'est de pas juste dire fais ce que tu sais faire, c'est de dire va au bout de ce que tu sais faire, parce que tout est dans les détails. Or, c'est pourquoi je parlais d'interaction, c'est que j'avais déjà produit à cette étape-là énormément. J'avais déjà posé beaucoup de questions, j'avais beaucoup challengé certaines choses que j'avais vues, mais il fallait que je me prépare à aller au bout des choses pour un sujet que si j'ai à m'auto-évaluer, je maîtrisais moins. Parce que le détail dans le jeu, ce n'est pas la façon dont je travaille de manière naturelle. Alors, il fallait vraiment que j'aille au bout des choses pour dire si je dois me qualifier pour un certain niveau de professionnalisme pour travailler dans une académie, par exemple au CFM, par exemple ailleurs. Il fallait vraiment que je sois capable de maîtriser ces détails-là à l'intérieur du jeu au moment où il se déroule. Or, le standard, c'est exactement celui-là en Écosse. OK. Puis qu'est-ce que tu veux dire par aller au bout des détails? Parce que moi, juste l'idée d'aller au bout, ce que j'entends, c'est comme, ben, faut que tu drill down dans ton système de jeu au point de tout décortiquer ce qui se passe un petit peu. Puis je serais curieux de voir ça parce que je pense que plusieurs entraîneurs qui, peut-être, ils vont réaliser en écoutant ce que tu viens de dire là, que, hey, OK, il faut qu'ils approfondissent un peu plus leur système de jeu. Mais j'en vois certains d'autres dire, OK, qu'est-ce que tu veux dire là, par approfondir mon système de jeu / aller au bout des détails si on prend l'expression-là? As-tu des exemples concrets de à quel point il faut être plus précis, plus profond dans ce qu'on fait? Ce qui me vient à l'esprit, c'est une expérience extraordinaire qui a eu lieu justement dans une des activités qu'on a faites. Donc, évidemment, il y avait des cours éditoriaux, etc. Puis, à un moment donné, dans le cursus, là, je parle de la formation en Écosse, il y a eu, justement, c'était en ligne, il y a eu 2 des tuteurs qui ont reproduit un jeu d'échecs, mais en parlant de soccer. C'était absolument incroyable. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une table de électronique numérique là, des pions en plaçant leurs joueurs. Ils étaient dans une certaine phase de jeu, alors ils nous expliquent, OK, voici d'où part le ballon, voici qu'est-ce qui se passe dans le match. Et puis, c'était vraiment une conversation, c'est aller va et vient, et va et vient, et va et vient, 3 fois. Donc, le tuteur 1 a dit, voici ce que je vais faire pour telle phase, je vais partir de mon but, je vais placer mes joueurs comme ça. Puis, ils sont allés vraiment au détail parce qu'il disait, il parlait quand on écoute Guardiola, c'est ça qui transparaît, c'est de gérer les probabilités dans le jeu. Donc, il dit, je vais aller là parce qu'il y a plus de probabilité d'avoir un plus gros taux de succès ou d'avoir plus de production d'attaque ou de montée dans le terrain en soccer si je procède de cette façon-là. Il arrêtait de parler et là, l'autre tuteur embarquait. Puis là, ben, si mon adversaire fait ça, moi, c'est ce que je veux faire. Puis là, il allait vraiment dans le détail en disant, moi, je vais vouloir lui pour que mon adversaire ne puisse pas faire ça. Je vais vouloir faire la couverture. Il donnait tous les principes. Puis il avait placé ses 11 joueurs. Puis il donnait même des scénarios. Donc, si lui fait ci, moi, c'est ce que je vais faire. Et ils ont échangé comme ça 3 fois. C'était un orchestre symphonique. Et quand je dis aller au bout des détails, mais c'est justement ça, c'est que dans la narration du jeu, les 2 tuteurs sont allés au bout des détails parce qu'ils ont articulé qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans le jeu, pourquoi ils voulaient le faire ça dans le jeu, telle action, tel positionnement, parce que ça correspondait à des probabilités. Ils ont dit aussi ça correspond au profil de mes joueurs, à mon modèle de jeu, à ma culture, c'est ici comme ça qu'on fait les choses. Et comme ça, ils ont échangé 3 fois. Mais le débit de connaissance au moment où ils ont fait était tellement haut que finalement, toutes les personnes qui étaient en train d'assister ça dans le cours, ils étaient absolument bouche bée. Moi, le premier, là, j'étais, waouh, quelle orchestration. Et ça, la façon dont ils ont communiqué ça, c'est comme si c'était un jeu d'échecs auquel ils jouaient sur une base quotidienne. Ils ont pas bégayé, ils ont pas hésité, ils savaient exactement où est-ce qu'ils s'en allaient, ils savaient exactement qu'est-ce que eux apportaient comme coach dans le jeu et qu'est-ce qu'ils demandaient à leurs joueurs. Évidemment virtuellement, là, parce qu'ils n'étaient pas en train de coacher activement, ils étaient en train de piloter comme une manette, si tu veux. Mais c'était très instructif de voir à quel point les détails peuvent être aussi poussés et aussi basé sur une constellation d'informations. Les principes, le modèle de jeu, leur identité, tout était là.
J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Hamel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. Avec tous les projets qui s'accumulent, la gestion de projet devient un point central de notre réussite quand on est un professionnel. Justement, Wise Era Technology aide les entreprises à transformer leur vision en valeurs concrètes. L'équipe de Wise Era Technology développe des logiciels de gestion de projet et des CRM sur mesure qui sont adaptés à la réalité de chaque organisation. Ils travaillent avec des PME, autant dans le secteur privé que public, à travers différents domaines de l'immobilier au manufacturier. Puis même en passant par l'administration du sport, un secteur dans lequel ils accompagnent plusieurs organisations. La plupart des organisations font face à une réalité commune, des opérations désorganisées, des outils mal intégrés, une perte de temps et surtout, ce qui, moi, m'irrite le plus quand je suis en gestion dans un projet, un manque d'agilité pour prendre des décisions. Il faut être capable de prendre des bonnes décisions rapidement. C'est là que Wise Era intervient en structurant les opérations et en bâtissant des systèmes performants sur la plateforme monday.com. Wise Era, c'est là où la technologie rencontre l'exécution. C'est vraiment riche ce que tu viens de nous partager là. Puis honnêtement, j'ai de la misère à savoir par où commencer, ce qui est quand même, j'osais dire rare. Mais le premier élément que je dirais, c'est, je reviendrai sur gérer les probabilités. Parce qu'en bout de ligne, je pense que comme coach, tout ce qu'on peut faire, puis c'est une très grande réduction du rôle, c'est de maximiser les probabilités d'avoir du succès. Mais là, l'affaire, c'est que faut avoir la vision de jeu, c'est ce que tu parlais à la fin. C'est avoir généré ou conçu notre vision de jeu, notre modèle de jeu, en fonction de maximiser nos chances d'avoir du succès. Mais c'est là que au maximum, maximiser nos chances d'avoir du succès dépend aussi des systèmes contre lesquels on joue. Puis ce qui est super important, qui est le deuxième point, je pense, central. Puis moi, si j'entends, je vais dire des entraîneurs-chefs ou des conseillers au développement des entraîneurs, si vous entendez ce bout-là de conversation, là, je pense que vous devriez même utiliser cet exercice-là que tu viens de mentionner dans la formation ou dans le travail ou la collaboration entre nos coachs. Parce que, c'est comme, tu sais, je prends moi, je le verrais plus dans un contexte de football, évidemment. Donc, moi, je suis un coach défensif, généralement. OK, je suis un coach défensif. Sur ce jeu-là, je vais faire tel jeu. OK, ben, toi, tu vas faire tel autre jeu. Tu vas peut-être avoir déployé du côté fort pour telle raison. Après ça, OK, ben, moi, si tu fais ça, prochain jeu, je vais faire ça. Et donc, là, il y a une sens répartie. Donc, là, c'est comme si on se pratiquait à gérer le match en temps réel. Mais il y a un deuxième élément aussi dans la formation des entraîneurs. Puis là, on retourne au début de ma thèse de doctorat. Donc, là, ça fait quand même déjà plus d'une décennie. Mais on parlait souvent de la différence entre les connaissances tacites et explicites. Puis ce que je viens quand tu parlais, c'est de constellation. Pour moi, c'est qu'on a deux entraîneurs à l'avant qui ont on les a forcés à expliciter leurs connaissances, mais ils savent noir sur blanc ce qu'ils font. C'est pas juste, OK, je pense que j'ai ça, c'est comme, non, c'est très délibéré, c'est très intentionnel, c'est clair. Puis c'est pour ça, je pense qu'on a pas assez d'entraîneurs qui ont une vision explicite de leur modèle de jeu et des principes sous-jacents, puis qui sont capables de savoir, OK, dans le scénario X, je vais faire Y. Puis je comprends ici, puis je suis sûr que tu abondes dans le même sens, que ça va changer dans la situation de match. Mais en même temps, si tu n'as pas de vision à la base, ça devient difficile de le rentrer dans les séances d'entraînement. 100%. Ben, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une des dernières citations que j'ai vues, là. Comme le PSG vient de remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions, la deuxième fois sans Kylian Mbappé. Il y a plein de petits commentaires et beaucoup de contenu qui parvient aux médias sociaux. Et ils sont retournés sur une citation que Luis Enrique avait dite au moment où Mbappé faisait partie de l'alignement de PSG. Et ce qu'il disait, en réalité, en lien avec Mbappé, mais en lien surtout avec son équipe, comment est-ce que lui voyait son équipe, c'est que à terme, il allait définitivement maîtriser toutes les situations. Et c'est ce qui lui a permis de gagner deux années par après. Et c'est ce que je trouve essentiellement incroyable pour la communauté d'entraîneurs, mais c'est ce que je trouve aussi compliqué dans la réalité dans laquelle on est au niveau du sport amateur.
au Québec, ici en ce moment, au Canada, ici en ce moment, on a certaines institutions dans lesquelles certains entraîneurs ont le luxe de mettre autant de temps que Luis Enrique, autant de temps que l'exemple que tu viens de donner au football américain. C'est extraordinaire de voir qu'il y a des institutions qui naissent ici au Canada. Par contre, est-ce que ça, quel pourcentage ça représente de la réalité du sport au complet? 1%, 0,5%. Tous les autres entraîneurs, quelle capacité ils ont de manière viable, je veux dire, dans leur quotidien, alors qu'ils étudient, alors qu'ils travaillent, et où elles travaillent, ça devient particulier de dire, OK, combien de temps je vais mettre là-dessus? Ça me fait penser à un de mes collègues avec qui j'ai la chance d'échanger sur ces sujets-là. Et quand je disais que moi, je me vois peut-être moins travailler sur ces détails-là de manière naturelle, lui, justement, de manière naturelle, c'est sa force. Le gars, salutations à Jarod d'ailleurs. Et très, très bon dans les stats, très, très bon dans la compréhension du jeu. Et dans un contexte U15, U16 féminin, il fait exactement le travail que tu viens de décrire. Il se donne la peine d'investir là-dessus. Mais ça vient de lui, cet investissement-là. Et quand il te le raconte, j'ai l'impression d'avoir les deux coachs écossais en face de moi parce qu'il va tellement dans le détail, il est tellement clair dans ce qu'il fait et dans ce qu'il livre que c'est un plaisir de suivre cette narration-là. Est-ce que c'est le cas pour toutes les institutions, toutes les organisations et tous les coachs, entraîneurs féminins, masculins ici au Québec? J'ai encore l'impression que c'est une rareté, à moins que la personne dise, ben, je vais m'y mettre à fond. Si les gens s'y mettent à fond, c'est probablement parce qu'ils ont quelque chose à gagner après. Ils vont gravir les échelons et parvenir à un niveau supérieur. Je leur souhaite beaucoup. Mais pour le temps maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment la viabilité de passer autant de temps parce qu'il s'agit d'un investissement qui est colossal, de faire tout ce que tu viens d'écrire? Ben, certainement. Puis créer des changements, ça vient toujours avec des investissements de temps, financiers, peu importe. Puis je ramènerais les gens peut-être à une citation que j'ai entendue ce week-end en marge du Grand Prix de Formule 1 de Barcelone qui a eu lieu. Puis il y avait une vidéo qui, dans le fond, c'est l'écurie Red Bull, puis le directeur qui parlait de comment est-ce qu'il approchait la gestion de projet. Puis il disait en bout de ligne, eux, ils faisaient la liste de tous les différents projets qu'ils pouvaient faire. Puis là, il allait voir c'est quoi le ratio de bang for your bucks. Fait qu'est-ce qu'il devait investir pour quel retour sur le temps par tour il allait chercher. Mais si on parle des situations dans un contexte de ressources limitées, ben peut-être qu'un des premiers travaux à faire cet été pour les entraîneurs, c'est de faire, ou dans l'entre-saison, c'est de faire la liste de toutes les situations qui sont importantes à maîtriser. Parce que si je pense par exemple au hockey, ben là on a les tirs de pénalité, par exemple, on peut avoir la prolongation à 3 contre 3, on peut avoir des avantages numériques à 5 contre 3, on peut avoir la fin de match à 6 contre 5, mais lequel te donne le plus de bang for your bucks puis il va avoir le plus d'impact sur tes probabilités de victoire. Donc, on revient à ton commentaire initial, tu sais, de gérer les probabilités autant dans notre décision des situations qu'on explore, mais après ça aussi dans la façon dont on enseigne les choses. Et là, moi, tu sais, on vient d'établir, puis tu l'as fait très bien, puis merci encore une fois pour cet exemple riche-là. En gros, ce que je retiens de l'histoire, puis j'invite les gens à regarder, c'est il faut expliciter notre vision de jeu, puis être capable de vraiment en parler puis de l'approfondir. Mais là, on a beau avoir notre vision de jeu. Un des facteurs limitants de la performance, puis il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en ce moment, si vous êtes sur une chaise, bien entendu, c'est la façon que les joueurs ou les joueuses vont avoir d'exécuter cette vision de jeu-là, ce modèle de jeu-là. Mais un gros élément qui a un impact là-dessus, c'est la conception des séances d'entraînement. Puis, dans les articles, puis qui sont très riches, puis il y en a un de tes articles qu'il va falloir que je relise 2 fois parce que je le lisais puis j'étais comme, OK, là, comme il y a trop de concepts, puis là, moi, il faut que je capable plus maîtriser ça. Mais pour aujourd'hui, tu sais, ce que je voulais dire par ce commentaire-là, c'est vraiment, t'as vraiment approfondi ça en détail dans tes articles, puis bravo pour ce travail-là. Merci. Puis, moi, j'aimerais ça que tu me racontes le jour où tu as réalisé que la plupart des entraîneurs ne lisent pas assez ce qu'ils voient sur le terrain. Parce que, dans tes travaux, on semble sentir que faut partir de l'observation à la conception de pratique pour réaliser nos performances en match. Mais quand est-ce que tu as réalisé, tu te dis, OK, là, les coachs lisent pas assez ce qu'ils voient sur le terrain? Traditionnellement, je pense que il y a un héritage qui est encore très très fort sur voir des actions. Imaginons par exemple qu'on a une séquence de jeu, ça peut être n'importe quel sport collectif, ça peut être n'importe quel jeu, ça peut être des matchs, ça peut être des petits matchs. On a une forte tendance à
attendre une action en particulier dans le lot de toutes les actions dans une séquence de jeu. Et donc, tu regardes, puis là, t'attends comme si t'étais avec une petite cloche, et là, tu regardes une action. Et quand l'action se passe, on aurait le réflexe d'agir sur cette action-là. Ah, t'as pas bien kické, voici comment tu pourrais mieux kicker, t'as pas bien passé, voici comment tu pourrais mieux passer. Ben, le truc, c'est que quand t'attends, et tu rates tout ce qui vient avant, ou t'es pas en train de lire tout ce qui vient avant. C'est pour ça que dans le lot de toutes les conversations que j'ai eues, mais surtout la façon dont ils présentent les faits dans ma formation que j'ai eue au Brésil, c'est d'insister énormément sur les comportements. Et quand tu vois le jeu comme un comportement, ça t'approche de la lecture parce que tu dois dire qui agit comment sur une... Là, tu prends 10 actions, 15 actions, 100 actions au complet, avec et sans le ballon, avec et sans la puck, peu importe. L'idée, c'est de vraiment voir un groupe d'actions davantage qu'une action que tu attends dans un match. Donc, quand tu vois des groupes d'actions, des séries d'actions, là, tu vois des comportements. Et c'est dur de lire des comportements parce que tu décuples la quantité d'informations de 1000%, beaucoup plus encore. Et donc, ça devient difficile pour une seule paire de yeux de tout voir ça. C'est ce que je veux dire. OK, puis peut-être juste pour approfondir ça, parce que je pense que c'est riche. Ce que tu nous dis, c'est que on va souvent, mettons, attendre l'ailier qui arrive avec le ballon sur le bord du terrain, puis là, je suis pas un expert de soccer, évidemment. On attend qu'il fasse la passe en croisée, puis là, quand on voit qu'il fait la passe en croisée, là, on va intervenir là-dessus, parce que c'est comme la chose facile à coacher. Mais qu'on pense pas assez à l'ensemble du jeu. Puis quand tu compares, puis là, peut-être que l'ensemble des actions, excuse-moi, de la séquence d'actions. Donc, quand tu dis de regarder ça comme des comportements, est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple concret? Parce que je pense que à partir d'un exemple de soccer, football européen, comme on pourrait certainement faire l'extension aux autres sports, mais je serais curieux de savoir comme, t'as-tu un exemple concret? Si on traduit des comportements en principes, des principes vont avoir plusieurs niveaux, là, mais ceux auxquels je fais référence en ce moment, c'est surtout l'interaction avec ses coéquipiers, le ballon, l'espace et les adversaires, évidemment. Et donc, en fonction de la distance que tu gardes par rapport à ton adversaire, l'angle que tu gardes par rapport à ton coéquipier quand lui il a le ballon et toi t'as pas le ballon, le mouvement que tu vas faire pour occuper un tel espace. Tout ça, ce sont des comportements qui respectent certains principes ou qui vont correspondre à certains principes. À partir du moment où tout ça est orchestré, ben tu pourrais prendre ton match ou tes jeunes ou ton équipe, puis après ça dire OK, comment est-ce que ça se compare par exemple au dernier match de la Coupe du Monde que je viens de voir hier à la télévision. Ben tu vas voir qu'à la Coupe du Monde, les comportements qu'ils ont sont au plus haut niveau parce que non seulement ils respectent tous ces principes-là qui sont sur l'efficacité dans le jeu, essayer de miser sur les probabilités dont on parlait tantôt, essayer d'avoir le plus d'impact de productivité possible dans le jeu, ben, tu vas voir que dans le match de la Coupe du Monde, la majorité des actions correspondent au plus haut niveau de performance de chacun de ces principes-là. Et là, sur toutes les actions. Donc, comment tu te comportes dans le jeu, c'est en respect ou en référence à ces principes-là, la distance que tu gardes par rapport à ton adversaire, l'angle que tu gardes par rapport à ton coéquipier pour être capable d'avoir une passe de plus, le positionnement, garder les lignes, parce que quand tu joues un 4-4-2, tu vas avoir 4 défenseurs, ça paraît que c'est une ligne de 4. 4 milieux, ça paraît que c'est une ligne de 4. Et tous ces principes-là font en sorte que, de manière individuelle et collective, tu reconnais une certaine organisation. Si tu compares ce match-là de la Coupe du Monde, puis tu vois, OK, un match de Timbits U5, ben là, tu constates que les principes sont pas là. Naturellement, on s'y attendrait pas. Mais juste le fait de comparer, là, tu vois que les comportements de tous se précipiter vers le ballon, tous être autour du ballon, puis finalement tapocher dessus pour essayer de le faire sortir puis d'exploiter l'espace, des chez nous tout petits, ça correspond aux habiletés, mais ça correspond pas aux principes, parce qu'on n'est pas encore là dans le développement. Le comportement fait référence à des principes individuels que toi, tu vas, comme joueur, essayer de mettre en pratique pour rehausser l'efficacité dans la façon dont l'équipe joue ensemble. Uh-huh. Fait que ce que je comprends, puis merci pour cet exemple-là, beaucoup plus clair, puis j'ai aimé le détail. Puis c'est ce que j'attirais aussi les entraîneurs qui sont pas dans le soccer à
réaliser, c'est à quel point la science et la méthodologie en soccer, elle est avancée au niveau mondial à cause de la compétitivité de la Coupe du Monde puis du nombre de pays puis le nombre d'universités qui sont investis là-dedans. Puis ça, on le voit juste avec ta réponse numéro 1. Mais 2, ce que j'entends aussi, c'est comme on coach trop la passe qui a été manquée ou qui a été faite à la fin et pas assez le déploiement qui se passe jusque-là. Puis ça, c'est une façon de le verbaliser. Mais là, moi, justement, de me dire, OK, mais là, ça, c'est ce qu'on observe trop. Puis en fait, avant d'enchaîner pour aller plus vers la forme des pratiques, qu'est-ce que les coachs, dans le fond, où est-ce que les coachs doivent mettre davantage leurs yeux? Fait que dans le fond, c'est-tu justement de regarder davantage les principes puis de faire des commentaires là-dessus? Ou fait que comment est-ce qu'un coach peut s'attarder davantage à ça en temps réel durant soit un match ou durant une pratique, selon toi? Je vois ça comme un processus qui est très itératif, là. Qu'est-ce que je veux dire par itératif? C'est que tu fais un peu de travail, t'avances, puis t'as l'impression de te perdre, fait que tu recules, puis après ça, t'apprends, puis tu réavances. C'est vraiment, va-et-vient, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Dans tout ce processus-là de compréhension du jeu. Donc, faut pas avoir peur de dire, OK, dans un jeu, aujourd'hui, je pourrais regarder la Coupe du Monde, je pourrais retourner voir la série des Canadiens contre les Sabres, contre les Hurricanes, puis décoder le jeu en essayant de regarder donc, ce qu'on veut éviter, c'est de regarder que des actions. Donc, comment est-ce que, par exemple, dans tel match, il pourrait avoir un tir au but finalement, puis là, on veut se dégager de la technique de comment est-ce qu'il a tiré dans ce moment-là. On veut voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Donc, ça, si on fait le match en rétroaction, on recule, là, tu pars du tir au but, là, tu vois tel déplacement avant, puis tu vois telle passe avant, puis tu vois telle organisation offensive avant, puis tu vois telle transition avant. Là, tu peux décoder des comportements. Mais ça, c'est encore en regardant un seul joueur. Comment est-ce qu'on peut voir le comportement d'un trio offensif au hockey? Comment est-ce qu'on peut voir le comportement d'un bloc défensif au football américain? Ben là, il faut voir énormément, il faut décupler de plusieurs fois le nombre de séquences de jeu. Puis je compare ça souvent à une lunette. Mettons, imagine que je porte une lunette qui est le bon fond de bouteille. Le bon fond de bouteille, la lentille, elle est très, très, très grosse. Et qu'est-ce qui va arriver dans le point de focus? C'est que probablement, tu vas avoir une vision qui est distorsionnée. Probablement parce que tu vas voir une portion de l'image qui est nette, puis tout le reste qui est comme flou. Ben, si une portion de l'image elle est nette, c'est que ton focus il va être là-dessus. Alors, imagine que je change de paire de lunettes maintenant, que je m'en vais dans une lunette qui ressemble un peu plus à la caméra poisson là, sur mon iPhone. Ben là, tout est net, mais je vois énormément du fond du champ de vision. Fait que c'est d'alterner entre un fond de bouteille puis un fisheye continuellement, puis essayer de voir, OK, ben là, si je vois le match dans un fond de bouteille, je vais suivre la puck ou le ballon ou un joueur ou une joueuse, puis je vais m'attarder à son comportement ou à sa série d'actions. Là, je change de lunettes, je m'en vais dans un fisheye, dans une vue de poisson. Là, je vais voir un bloc défensif au complet. C'est ça des comportements. Il faut vraiment pas avoir peur de changer de lunettes à chaque fois, des fois avec un peu plus de focus, moins de focus, selon nos priorités, puis selon qu'est-ce qu'on veut gérer dans le championnat. Ouais. Exemple. J'en profite un peu juste pour terminer cet exemple-là. Imaginons que je suis dans un championnat de U10 au hockey, au soccer, au basket, peu importe, et que dans ce championnat-là, je veux pas gérer la même chose qu'à la Coupe du Monde. Je veux pas gérer la même chose qu'à la Coupe Stanley. Pourquoi? Parce qu'à la Coupe Stanley, c'est le max de tout à gérer. Dans mon championnat U10, je vais essayer de gérer qu'est-ce que j'ai à gérer. Est-ce que les passes sur le côté, c'est un bon moyen de développement pour avoir des comportements justement d'appel de balle sur les côtés puis une circulation un peu plus vers la largeur? C'est suffisant. Est-ce que j'ai besoin de gérer le momentum de match, la gestion des moments forts et moments faibles? Non, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais essayer de voir les comportements qui reproduisent cette organisation puis ce développement-là de va-et-vient d'un côté à l'autre. Et à partir de là, je suis capable de me tenir aux lunettes qui correspondent à ce comportement-là. Je peux pas aller plus loin parce que sinon, je vais me perdre dans la quantité d'informations. Ben oui, puis quand tu parles de se perdre dans la quantité d'informations, c'est là que je pense qu'il faut être délibéré. Puis c'est ce que je retiens en lien avec ton première histoire, tu sais, en Écosse aussi, dans ce qu'on va observer, puis de bien choisir le focus là-dedans. Puis un autre exemple qui me venait à l'esprit, tu sais, parce que je sais qu'il y a des entraîneurs de volleyball à l'écoute, beaucoup de hockey, de football également. Mais tu sais, au volleyball,
au début, tu parlais, puis j'entendais, OK, faut que le libéro soit conscient de comment il va réceptionner le smash pour être capable de le placer à la bonne place. Puis là, l'amener à voir que, t'as mis la passe légèrement en arrière du passeur. Fait que là, il a fallu qu'il mette ses mains plus en arrière, ce qui a changé son angle de passe. Mais là, après ça, je t'écoutais, puis j'étais comme, OK, ça, c'est trop précis encore une fois. Fait que là, un autre exemple, c'est de dire, OK, on pourrait amener le libéro à penser comment est-ce que son jeu de pied avant la réception du smash, a eu une influence sur l'emplacement de sa passe, qui était peut-être trop derrière. Puis là, j'étais comme encore rendu à un autre niveau pendant que tu parles. Je te jure, je t'écoutais en parallèle. Mais j'étais comme, OK, peut-être que le déplacement du joueur à côté du libéro, une seconde avant le smash, a eu une influence sur son jeu de pied parce qu'il était trop collé. Lui, il avait un enjeu de sécurité. Il voulait pas faire son plongeon puis tomber la tête dans le genou de la personne à côté. Fait que là, vu qu'il pouvait faire ça, son jeu de pied était modifié, qui là, ultimement, a eu un enjeu sur l'emplacement de la passe, l'emplacement de la réception vers le passeur qui a eu une influence sur le smash. Mais souvent, de ce que je vois dans les gymnases, que ce soit au volleyball ou au football ou peu importe, ce que tu me dis, puis je pense qu'il faut, puis c'est pour ça que je voulais ramener l'exemple, on va souvent coacher, là, le passeur, t'avais tes mains trop en arrière, comme déplace tes pieds un peu plus quand tu viens pour faire ta passe, tu sais. Mais on parle pas de la cascade d'action et ou de positionnement. Puis là, j'ai juste parlé de 2 joueurs sur un ensemble de 6 qui fait que ça a eu un impact ultimement sur l'emplacement de la passe qui a nuit après ça au smash qui a pas été au bon endroit, tu sais. Ben, je vais en profiter pour rebondir là-dessus. C'est que tu parlais, par exemple, toute la première description que tu as faite de cause à effet d'une action à l'autre. Essentiellement, ça pour moi, c'est la vision fond de bouteille. Puis c'est notre rôle c'est notre trip à nous de coach d'avoir comme tout vu ça, puis être capable de tout verbaliser ça. Dans notre staff, même au sein d'un staff, c'est pas tous les membres du personnel technique qui vont avoir la patience de tout verbaliser ça. Fait que finalement, on est un peu seul dans ce phénomène-là, dans ce trip-là. Et quand on s'adresse aux joueurs, joueuses en plus, là, ça devient encore moins évident de partager toute cette information-là. Alors, qu'est-ce que tu as dit? C'est que tu vas aller essayer de corriger sur ses appuis, les pas qu'il va faire avant la réception. Moi, la façon dont je l'ai vu quand toi tu l'as dit, c'est OK, est-ce que je peux enseigner ce joueur ou cette joueuse-là à être plus patient ou patiente? Ça, pour moi, je veux un comportement. Parce que si je lui dis sois plus patient, sois plus patiente, qu'est-ce qui va arriver? C'est que plutôt que de se précipiter pour anticiper trop la balle descendante sur le smash, ce qui va être fait, c'est qu'il va rester sur ses orteils un peu plus longtemps, être fléchi au niveau de ses genoux, être prêt pour essayer de voir le mouvement de celui qui smash. Donc ça, c'est un comportement d'anticipation. Et j'ai plus tendance, maintenant, je le remarque là, depuis environ mon dernier cycle de 5 ans, si je veux dire, de coaching dans le soccer, je remarque que mes commentaires sont plus par rapport à ça, davantage que d'aller comme dans un fond de bouteille, puis je vais aller fixer sur les petites exécutions dans cette milliseconde-là. Parce que même si c'est concret pour le joueur ou la joueuse, essentiellement, c'est une parmi 1 million. Fait que pourquoi je vais aller investir une parmi 1 million? Je vais essayer de le guider sur les 10-15 prochaines, parce que les 10-15 prochaines vont avoir une influence sur ses prochaines habitudes. Et là, tu changes un comportement. C'est super intéressant. Puis qu'est-ce que tu dirais, mettons, si on est d'accord sur le fait que le joueur à côté a nui aux libéraux dans son déplacement, est-ce que tu interviendrais quand même avec cette personne-là? Ou puis qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, admettons que comme coach, je pourrais avoir mon opinion sur le modèle de jeu. Ben, le modèle de jeu, ce que je vais essayer de faire, c'est d'indiquer quelle est l'organisation optimale. S'il est trop près puis qu'il nuit, ben, je vais dire, ben, dans notre modèle de jeu, on va essayer de garder une organisation, une ligne, une certaine organisation qui représente une forme. Là. Tu sais, mettons, quand tu traces un lien graphique entre chaque joueur sur la vidéo ou sur une petite planche tactique, ben ça, c'est une façon de le faire. Après, l'autre, je dis, ben, tu sais, mettons qu'il s'appelle, je sais pas moi, Jacques. Okay, ben, c'est Jacques, t'es très anxieux, je te sens très anxieux. Fais confiance à celui qui va recevoir le smash et garde tes distances. Puis quand tu gardes tes distances, ouvre tes épaules. Ah, là, j'ai enseigné 2 choses qui peuvent corriger ou qui peut ajuster un comportement pour les X prochaines années. Ça a beaucoup plus d'effet, selon moi. Ben, super intéressant, puis je suis sûr que ça parle aux gens qui écoutent. Puis justement, tu sais, dans la préparation, puis là, je veux qu'on aille là pour, en tout cas, encore un bon petit bout, là, mais une des pièces maîtresses de tes derniers manuscrits, tes dernières publications, c'est le terme en anglais, le played form practice. Donc, la pratique sous forme jouée, selon la traduction officielle partagée par Grégory. Justement, comme pour mettre
tout le monde en contexte. Là. On parle, bon, dans tes travaux, tu parles de pratique sous forme jouée. Puis la raison pour laquelle je ramène à ça, c'est que ça semble être une méthode efficace pour amener les athlètes à transférer leurs habiletés en match. Puis là, je paraphrase grandement les choses, puis je t'encourage fortement à me corriger. Fait que quand on parle de pratique sous forme jouée, qui est quelque chose que, selon tes travaux, puis selon ce que j'ai lu, les entraîneurs devraient utiliser davantage ou voir davantage les entraînements comme ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par pratique sous forme jouée? C'est une façon de modifier la version originale du match. Donc, le 5 contre 5 au volleyball, le 5 contre 5 au basket, 6 contre 6 au volleyball, pardon. Tu pars du match officiel et là, tu dis, j'ai carte blanche pour changer ce match-là. Puis là, tu vas pouvoir dire, OK, ben, je vais changer les cibles, je vais changer l'espace, je vais changer les règles, je vais changer le nombre de joueurs impliqués, je vais changer la durée des mini-matchs, je vais changer la façon dont on cherche à faire des buts, je vais changer tout ce qui vient avant de faire un but. Je peux changer n'importe quoi. Et essentiellement, ça crée des nouvelles variantes du jeu parce que au soccer, il y a infini de variantes. Il y en a autant que le nombre de joueurs. Tu peux faire un 3 contre 3, 4 contre 4, et ainsi de suite. Au basket, tu pourras avoir la même dynamique. C'est sûr que moins on a de joueurs dans le match original, peut-être que la quantité de variantes, elle diminue parce que t'as pas tant de variantes que ça. Mais je vais utiliser le soccer parce qu'il y en a beaucoup. C'est très, très riche. Et la façon de tirer profit de ces formes jouées-là, c'est de garder l'imprévisibilité, garder la dynamique d'opposition. Donc, tu ne peux pas avoir des gestes qui sont faits sans opposition, c'est pas représentatif. Mais tu veux garder aussi ce fun-là, cet engagement-là qui est à la source de tout, finalement. C'est que quand tu joues un match, et ça, pourquoi les jeunes ils ont tellement hâte de jouer des matchs dans les entraînements, c'est parce que c'est ça la nature de la pratique des sports collectifs. C'est que tu veux jouer la game, et donc, sans paraphraser Martin Saint-Louis, là, j'aime beaucoup, j'adore ses propos, mais là, il s'agit pas de la même game. Il s'agit vraiment de jouer le sport, exactement. Et donc, imaginons que comme coach, j'ai carte blanche pour changer, ben je vais garder cette dynamique-là que j'ai décrite en 3 points et je vais être capable à l'intérieur de ces variantes-là de mettre en évidence certains des comportements dont on parlait tout à l'heure. Et c'est si à tel moment, je souhaiterais, moi, comme entraîneur, voir tel joueur ou telle joueuse agir plus souvent de cette manière-là, je vais monter la quantité de répétitions de cette mini-séquence-là pour finalement bonifier ça, puis d'avoir plus, évidemment, comme coach, d'opportunité de step in, là, de juste rentrer, puis de dire, OK, ben, tu pourrais faire ci de telle manière, voici ce que je te propose, voici ce que je te suggère comme façon d'améliorer, d'optimiser ce comportement-là. Mais surtout, c'est que tu vas aller capitaliser sur la répétition sans répétition. Ce que l'on veut dire par là, c'est tu répètes beaucoup de séquences de jeu sans nécessairement répéter exactement la même action. Et c'est ça qu'on veut dire par comportement et c'est ça qu'on veut dire par action versus qu'est-ce qui fait du sens dans le jeu. Et si t'es en fond de bouteille puis tu vas aller voir juste le tir au but ou juste quelque chose en particulier, c'est que tu mises sur 1 milliseconde qui va se reproduire dans un match 2, 3, 4 fois si on est chanceux. Alors que si tu vas miser sur un comportement, ben là, tu as 15, 20 répétitions sur peut-être 5 minutes. Uh-huh. Puis, il y a une citation vraiment intéressante dans l'article que j'ai traduit librement, là. Ça dit « Une version organisée de la pratique sous forme jouée consiste à préserver la nature du jeu ainsi que le plaisir de jouer et à l'utiliser comme une plateforme interactive qui offre différentes, pour te citer encore une fois, répétition sans répétition. » Donc, ce que je trouve intéressant, c'est les éléments. Puis, c'est comme, 1, préserver la nature du jeu, donc on joue encore le sport qu'on est censé jouer. 2, c'est le plaisir de jouer là-dedans. Puis 3, c'est d'avoir des répétitions sans que ça soit tout le temps la même répétition exactement du smash, puis t'attends pour réceptionner le smash. Puis ça, je pense que c'est intéressant. Puis là, comme ma question suivante, c'est en quoi est-ce que ça se différencie des pratiques habituelles? Parce que moi, je le vois ce que tu dis là, mais mettons que tu as un coach là, qui est là, puis OK, mais je suis pas sûr de voir la différence avec une pratique habituelle. Comment est-ce que tu vois que ça se différencie de des pratiques habituelles? Ben, c'est embêtant. Hein, le terme habituel, il
il est un petit peu embêtant dans la mesure où est-ce que c'est habituel parce que c'est la tradition de ce qu'on voit sur une très, très grande échelle depuis les dernières 60 années. On pourrait penser, par exemple, à comment Manchester United faisait pour avoir des automatismes sur l'aile en 90 et en 2000 avec Ferguson, par exemple. Est-ce que leur habitude de pratiquer faisait en sorte de bonifier ce comportement-là? Est-ce que le fait d'avoir des entraînements des échauffements par exemple qui sont basés sur des va-et-vient de passes mécaniques, là, ce que j'appelle mécanique, c'est que t'as pas d'opposition, tu fais juste faire le mouvement. Est-ce que c'est habituel? Parce que j'aimerais suggérer peut-être plus la distinction entre traditionnel sur ce qu'on a vu euh, euh, comme reproduction Mhm. très populaire à très, très, très grande échelle dans les 60 dernières années, ou est-ce qu'on a vu finalement dans le habituel, c'est de dire, OK, ben, on veut plus de jeux, fait qu'on va faire plus de 4 contre 4, des 5 contre 5, des petits formats, et on va laisser libre cours parce que finalement, c'est ce qui engage plus les joueurs, les joueuses, les participants, participantes. Est-ce que ça, c'est habituel aussi? Fait que je ferais juste la distinction entre ça. Si on parle de tradition, effectivement, ça change beaucoup parce que la version mécaniste ou la version de je vais reproduire ou recréer le jeu parce que je vais t'envoyer certains stimuli. Je t'envoie la balle, tu tournes, si c'est contre rouge, tu fais ci, si c'est contre bleu, tu fais ça. Ça aussi, ça pourrait être habituel, mais est-ce que c'est traditionnel ou est-ce que ça se situe dans la ligne de temps? C'est ça qui est mon point. Ben, c'est sûr que ça fait un changement qui est énorme parce que tu prends le jeu, tu changes le jeu et c'est ça qui devient le stimuli. Maintenant, à quel point est-ce que ce changement-là va avoir un effet d'optimisation sur les participants de ton équipe? Alors, oui, ça fait un gros changement parce que ça demande de laisser aller ton contrôle. Quand tu mets en scène tes joueurs, tes joueuses dans le jeu, c'est que tu laisses aller le contrôle. Tu dis, pour certaines choses, pour une grande majorité de choses, j'aurais pas le contrôle parce que je pourrais pas dire, gars, réessaye-le encore une fois exactement de cette façon-là. Non, le joueur, la joueuse dit, je peux pas l'essayer exactement de la façon dont tu dis, coach, parce que moi, je réponds au jeu. Fait que si le joueur, la joueuse répond au jeu, il faut que moi, je me délaisse le contrôle et dire, OK, parfait, dans ce jeu-là, je vais travailler avec tes probabilités, je vais travailler avec tes tendances, ton profil à toi. Fait que je vais essayer d'agir, d'intervenir moins, mais c'est ce qui est plus pertinent dans un grand ensemble de répétitions. Ça devient un énorme changement par rapport à ce qui se faisait auparavant dans les 60 dernières années. De C'est façon un exemple. additionnelle. Oui. Ceci étant dit, j'adore les précisions comme ça, là, puis c'est là que je vois, puis ce qui est intéressant dans tes propos, c'est toute la nuance que tu amènes, puis c'est là que ça me démontre un certain niveau de maîtrise. Puis là, comme tu as amené l'idée de jeu, puis tu as parlé de modification à 3 contre 3 ou 4 contre 4, puis il y a d'autres variantes à modifier évidemment, puis on va en parler dans quelques instants. Mais qu'est-ce que tu dirais avec quelqu'un qui me dit, OK, ben les pratiques sous forme jouée en bout de ligne, c'est comme des jeux en espace restreint. Parce que dans certains sports, les jeux en espace restreint, small area games, small-sided games, comme c'est très populaire. Je pense que c'est devenu populaire parce que c'est comme un outil extrêmement efficace à mettre en place dans les médias. Je dis, je pars d'un match à 11, je veux répéter plus de séquences de jeu, ben, je vais réduire la taille. Je veux que les joueurs et joueuses touchent plus le ballon ou soient plus en interaction les unes avec les autres. Je vais réduire l'espace parce que tout se passe plus rapidement, plus près les uns des autres. Je veux pratiquer de façon plus répétée, sans en diminuant la distance parcourue par rapport à un terrain à 11 ou par rapport à un rugby ou par rapport au plein terrain basket, je vais faire un plus petit terrain parce que l'organisation reste la même et les distances sont moins grandes à parcourir. Donc, c'est extrêmement pratique, mais en même temps, c'est pas un hasard que ce soit devenu aussi populaire, c'est que on est capable de reproduire un très, très grand nombre d'actions et de comportements à la portée de la main dans le même environnement dans lequel on pratique. On n'a pas besoin d'aller dans un lab, on n'a pas besoin d'aller dans une plateforme interactive avec plein de bidules technologiques. Essentiellement, on prend le terrain, on met des cônes, on place les joueurs, les joueuses en jeu, that's it, on est capable d'avancer. C'est ça que j'aime avec la popularité, je pense qu'elle vient du fait que c'est capable d'être extrêmement concret pour tout le monde et à la portée de la main, mais surtout, ça démarre maintenant. OK, voici le jeu. Vous avez 4 buts,
telle équipe fait ci, telle équipe fait ça, play directement. Puis je pense que ça, c'est un avantage parce que les joueurs ne peuvent pas se perdre avec trop d'explications, trop de verbalisation de la part du coach. Ça, c'est le cadre, je me mets dans le cadre, je joue, that's it. Après, on parlera en fonction de ce qu'il faut ajuster. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madorhamel.com et mentionner Coach Frank. Cet épisode est également présenté par Wise Era Technology, une entreprise spécialisée en solutions numériques qui dessert des organisations sportives. Par exemple, Wise Era a accompagné une organisation qui gérait plusieurs équipes, des joueurs, des entraîneurs à travers plusieurs programmes et surtout énormément d'informations. Les problèmes, c'est que tout était dispersé, les suivis dans Excel, les communications un peu partout, les horaires dans différents outils. Aucune structure centralisée. Résultat, je suis sûr que vous le voyez venir, beaucoup de pertes de temps, un manque de coordination et des décisions prises sans réelle visibilité. C'est là que l'équipe de Wise Era est intervenue. Et ce qu'ils ont fait, c'est reconstruire complètement la façon d'opérer de cette organisation. D'abord, ils ont facilité la collecte de données. Chaque entraîneur, chaque membre du personnel pouvait entrer de l'information via des formulaires simples à propos de la performance des joueurs, des blessures, les présences, des évaluations, et tout ça directement dans un système centralisé. Ensuite, l'équipe de Wise Era a structuré les accès. Chaque personne voyait uniquement ce qui la concernait. Soit que tu étais entraîneur, soit que tu étais thérapeute, soit que tu faisais partie de la direction, chacun avec ses permissions et ses responsabilités. Ils ont aussi centralisé tous les départements coaching, médical, administration, gestion des équipes, tout au même endroit. Et ultimement, puis moi, c'est ce qui me parle le plus, puis c'est ce que je fais avec Wise Era aussi, c'est qu'ils ont mis en place un programme ou une interface de gestion claire des tâches et des projets, qui fait quoi, quand et avec quel suivi, le tout en temps réel avec des automatisations qui éliminent la friction opérationnelle. Et moi, j'ai la chance de collaborer avec eux depuis quelques mois et ça fait une grosse différence dans toute la coordination de projets duquel je fais part. Le résultat, eh bien, c'est une organisation qui est passée d'une gestion réactive à une gestion structurée et proactive de leurs activités, de leurs projets, de leurs tâches, de la communication. Et aujourd'hui, ils prennent de meilleures décisions et surtout plus rapidement. Pour en savoir plus, visitez wiseeratechnology.com. Et pourquoi, à tes yeux, tu as dédié beaucoup de temps de réflexion, tu l'as argumenté dans certains manuscrits scientifiques, c'est comme pourquoi c'est particulièrement valable, puis que tu dis, OK, un coach doit davantage mettre ça de l'avant, le platform practice, donc les pratiques sous forme jouée?
Essentiellement, c'est comme une espèce de coffre à outils infini, là. C'est comme si, au lieu d'être dans ton garage avec ta coffre à outils que tu as depuis les années 70-60, où ça a été la même boîte de fer, là, que tu avais accès à tout le Renault dépôt au complet. Puis tu pouvais aller dans n'importe quel rayon, puis dire, OK, ben là, aujourd'hui, je vais prendre tel outil. Tu avais tout ça. Et tout ça dans cette petite case-là, mettons, dans un carré de 30 par 30 au soccer, tu es capable de faire infini de choses aussi. Fait que c'est important dans la mesure où tu sais ce que tu vas en tirer. C'est pratique, comme je partageais tantôt, c'est à la portée de la main. Mais d'un autre côté, c'est parce que c'est modifiable comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ce carré-là de 30-30. En même temps, comme je te dis encore, tu comprends pourquoi c'est pratique, tu comprends que c'est à la portée de la main, c'est extrêmement engageant, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas en tirer. Maintenant, si moi j'ai mes petits tournevis, toute la pâte à modeler même pour changer ce 30 par 30 là, je dois comprendre aussi les causes à effet. Je peux pas juste dire je vais utiliser ce 30 par 30 là pour les 15 prochaines années de ma vie. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que les joueuses vont dire, ben là, ça commence à être plate, là. Ça fait 40 fois qu'on le fait, le 30 par 30, là. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Fait que l'idée, c'est d'avoir finalement plusieurs exercices référence, là tu compares, mais tu as tout le temps ton petit tournevis, tu as tout le temps ta pâte à modeler pour dire, OK, ben aujourd'hui, je vais couper les coins. Aujourd'hui, je vais faire ça plus large. Aujourd'hui, je vais faire ça moins profond, plus profond. Aujourd'hui, je vais mettre deux buts. Aujourd'hui, je vais mettre des corridors. Bref, la quantité de choses qui sont faisables avec ton coffre à outils infini, c'est ça qui est le bénéfice, c'est ça qui est la plus-value dans les jeux, dans les formes jouées. Puis, dans l'article, justement, des choses que vous proposez, puis là, je me rappelle plus c'est laquelle des deux, parce que tu m'en as partagé une qui est en soumission, là, si on veut. Mais il y a un commentaire qui dit ça devient important pour les entraîneurs, et là, je paraphrase, de se préparer des formats de jeu. Puis moi, de la façon que je l'ai retenu, parce que je regarde tout le temps les actions, en lisant, c'est comme, OK, si moi je suis un coach, je suis dans l'entre-saison, je me dois préparer quelques formats de référence à partir duquel, ensuite de ça, je peux faire d'autres modifications qui vont me permettre de travailler certaines habiletés. Peut-être que c'est le marquage des marquages, peut-être que c'est de faire des passes, les passes lobées, peu importe dans le sport qu'on est, peut-être que c'est les passes poitrine, les passes rebonds au basketball, peu importe. Puis ça, je trouve que c'est ce que tu viens de dénoter aussi en même temps. C'est comme, OK, on veut pas utiliser la même variante, tu as dit 30 par 30 le reste de ma vie parce qu'on va revenir aux mêmes pratiques traditionnelles que tu parlais tout à l'heure. Mais si je suis un entraîneur à l'écoute, moi je me dis pars là, puis c'est quoi les 5 peut-être formats de modification que tu pourrais partir ta saison avec et là utiliser dépendamment de ce que tu veux travailler. Mais là, moi j'entends déjà des entraîneurs se dire OK, mais qu'est-ce que je peux faire comme modification pour quelqu'un qui est peut-être moins habitué de faire ça ou que la seule chose avec laquelle ils ont expérimenté à date, c'est peut-être de réduire, OK, ben, on est dans un sport 5 contre 5, donc on parle de basketball, hockey, je le vois régulièrement, ben, à la place de faire une partie pleine glace, plein terrain, on va faire du 3 contre 3 dans un espace restreint. Ça, on le voit fréquemment au basketball puis au hockey. C'est quoi les autres modifications qu'on peut faire selon, ce que tu as écrit, mais ce que tu as vécu comme expérience puis ce que tu as appris? En termes de modification, le champ est aussi large que tout le Renault dépôt là, dont je parlais tantôt. On peut modifier la lumière, on peut des fois s'entraîner dehors, dedans, on peut au soccer, des fois on arrose la pelouse, on n'arrose pas. Ça, c'est des réalités quand même qui appartiennent à un environnement qui est assez exclusif. Parce que dans l'art de notre pratique sportive au Québec, est-ce qu'on a le luxe d'avoir tout à la portée de la main tous ces changements-là? La réponse, malheureusement, c'est non. Donc, j'utilise par exemple l'idée tirer plein potentiel des circonstances qu'on a. J'ai un demi-gym, ok, parfait. Je vais tailler sur mesure les différents formats sur le demi-gym que j'ai 2 fois par semaine. Parfait, c'est correct. On est capable de travailler avec ce demi-gym-là. Puis l'idée, c'est pas de dire, ah ben, je pourrais avoir plus. Là, j'ai le demi-gym. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser de maximum par rapport à mon demi-gym? Demi-terrain, plein terrain, 3 quarts de terrain. Bref, partez de votre réalité. Puis de dire, OK, ben, si je trace des petits carrés partout dans mon terrain, ou si j'utilise un grand rectangle qui occupe tout l'espace, ou si j'ai une zone en arrière des buts, je peux avoir aussi une petite allée, un tout petit espace parce que je peux faire d'autres choses pendant que certains jouent, il y en a d'autres qui font de la pliométrie, par exemple. Je vais utiliser le plein potentiel. Alors, l'idée, ça se voit souvent dans les formations de soccer,
tu as ton demi-terrain, puis là, tu vas délimiter dans les petits carrés. Est-ce que tu utilises la partie centrale? Est-ce que tu utilises un petit carré complètement à gauche? Est-ce que tu utilises le corner qui est près du terrain? Et donc là, tu peux te faire des aires qui sont des aires de jeu, AIRES, là, de jeu, qui peuvent qui sont des plateformes qui te permettent certaines formules de jeu. Maintenant, est-ce que c'est tout l'art de design? Non, il te manque l'autre partie. Qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur de ces petits carrés-là? Là, il faut que tu le saches aussi. Donc là, il faut que tu te dises, OK, ben là, moi, je veux avoir un comportement, je réutilise mon exemple de tantôt, je veux travailler en largeur. Pourquoi? Parce que dans mon U10, ce qui arrive, c'est que je veux pas juste courir en breakaway vers le but ou juste avoir des 1 contre 1 pour aller faire un basket ou un but. OK. Ben, je veux avoir un comportement qui fasse déplacer l'adversaire. C'est un grand principe, une idée de jeu. Je veux faire déplacer l'adversaire. Fait que je vais les trimballer à droite, je vais les trimballer à gauche. Évidemment, ton format de jeu, il va falloir qu'il y ait de la largeur. Parce que s'il n'y a pas de largeur, tu pourras pas avoir ça. Donc, un de tes formats, c'est de dire, OK, ben, je mets une organisation où je vais avoir une dynamique de jeu, une attaque d'équipe, où là, je vais explorer la largeur. Ben, tu vas avoir au moins 2 de tes formats qui sont faits dans le large, peut-être pas nécessairement profond. Un plus profond, un moins profond. Alors finalement, tes carrés, finalement, ils sont en train de bouger, puis ils sont en train de se dessiner dans ton demi-terrain pour tirer profit de ce que tu veux faire dans la forme jouée. Puis tu peux en faire plein. Tu peux le doubler, ce qu'on appelle en entraînement. Tu t'en fais un à côté de l'autre. Tu as un 3 contre 3 d'un côté, puis juste à côté, tu as un autre 3 contre 3. Alors, tu dupliques ta quantité de jeu à ce moment-là. Fait que c'est 2 stratégies là, à portée de la main. Parce que ce qui arrive, sinon, c'est que si tu rentres le danger dans cette espèce de trip-là, que le potentiel est infini. Ah, c'est magnifique. Ben, c'est comme tu arrives dans le Renault dépôt, tu as tout ça, mais où est-ce que je vais? Par où je commence? Il va falloir que tu demandes à quelqu'un, mais c'est à peu près le même feeling. C'est trop pour commencer. Fait que l'idée, c'est de s'en remettre à des références qui sont capables de funnel down, là, qui sont capables de concentrer la quantité d'informations dont tu as besoin pour faire ce que tu as besoin de faire maintenant. OK, je sais que je dois travailler en largeur. Donc, mes formats vont être faits en fonction de ça. Je sais l'espace que j'ai. Ben, je vais être capable de bricoler pour en faire 2 en parallèle, un à côté de l'autre. Où il y en a un groupe qui va faire le jeu, puis il y en a un autre qui s'entraîne sur la ligne de touche en faisant quelque chose d'autre. Au moins, tout le monde est actif, puis tu tires le plein potentiel de ton terrain. Et pour moi, ça, c'est faire preuve de créativité comme entraîneur, tu sais, dans le sens que comme tu expérimentes avec des différents ça, puis on en parlait dans le modèle de développement des entraîneurs en 2016, tu sais, dans un article qu'on a publié, on parle de l'importance d'expérimenter, de pas avoir peur de jouer avec ça. Puis ça se peut à un moment donné que tu fasses un éducatif, que tu essaies de faire travailler les athlètes en largeur, puis ça marche pas. Ben comme tu reviens de bord, puis la prochaine fois tu vas avoir pris, puis tu vas l'améliorer. Mais une autre modification, fait que moi, juste pour récapituler, une des compréhensions que j'ai aussi, c'est en même temps, c'est que tu peux travailler autant, tu sais, il y a des sports qui sont plus nord-sud, ben, ils sont tous nord-sud, là, parce qu'à un moment donné, l'objet était de l'autre bord, là. Mais tu sais, le hockey, plus étroit, plus sur la longueur que le soccer en équivalent, là, à mon sens à moi. Mais c'est là que des fois, de travailler en format paysage, si on prend l'analogie d'un téléphone ou en format portrait, ben, ça a impact sur ce que tu peux faire, tu sais. Donc, juste en format portrait, ben, le démarquage 1 à 1 va être plus important parce que si tu veux essayer de progresser d'un bout à l'autre de l'objet, ben, il faut absolument que tu passes à travers l'adversaire. Tu peux pas vraiment le contourner puis aller ailleurs, tu sais. Il faut que tu passes à travers si l'espace, elle est restreint en largeur puis il faut plus progresser nord-sud ou sud-nord, là, peu importe. Mais j'aimerais que peut-être un autre exemple qui, pour moi, était, j'ai éloquent, mais c'est probablement pas le bon terme, mais on se comprend. Dans l'article que tu as partagé, c'est juste la modification de dire, vous pouvez marquer un but, mais vous devez marquer votre but à partir d'une passe arrière. Puis là, il y avait comme une cascade d'impact là-dessus. Est-ce que tu peux me parler un peu comme, c'est quoi l'idée d'obliger les athlètes à marquer avec la passe arrière. Puis pour moi, ça, ce que ça m'amène, c'est que ça l'ouvre à autre chose que juste la modification de la surface de jeu ou du nombre de joueurs. Puis je trouve que c'est vraiment un exemple qui parle de ça. Fait que je te donnerais peut-être la parole juste pour nous parler de l'exemple de la passe arrière. Ben, ça tombe bien. Je pense que c'est dans la grande famille des choses qu'on peut modifier, mais qui devient peut-être moins clair, parce que encore là, c'est un espèce de gros Renault dépôt infini, là, puis on peut se perdre là-dedans, puis il y a des choses qui sont plus pertinentes, puis il y a des choses qui sont moins pertinentes. Imaginons, par exemple, qu'on joue un match chez les tout-petits, puis que tu as un super joueur à qui tout le monde fait la passe, puis à chaque fois, il y a un breakaway, puis il marque tous les buts. À un moment donné, tu joues 10 matchs à 10-0, tu vas te dire, ben, qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon équipe? Parce que là, il me semble que mes joueurs sont capables de faire plus que ça, tu sais, plus que d'envoyer en avant, courir puis faire le but. OK, mais là, on parle de différentes idées
Puis ce qu'on peut faire, c'est que dans les différents formats ou dans les différentes parties de ton terrain que tu peux explorer, tu vas finir par contraindre ce que les joueurs peuvent faire ou obliger les joueurs à faire telle ou telle chose. Puis qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va avoir une modification sur les comportements. Veux pas. Et tu vas avoir finalement ce joueur-là qui va tout le temps vers l'avant, ben il peut pas. Parce que tu peux pas faire de passe vers l'avant. Fait que la passe qui part de la défense, qui est un dégagement qui passe par-dessus tout le monde, puis le joueur qui est rapide et s'en va faire le breakaway, tu pourras pas le faire. Donc, plutôt que de changer tout ce qu'on a dit, la taille, le nombre de joueurs, le panoramique versus portrait, etc., tu pourrais aussi garder un match normal. Et là, ce qui peut t'aider, c'est de tracer avec des cônes certaines zones là, pour coller tes règles à certaines zones, puis faire en sorte de contraindre ou d'obliger des joueurs ou joueuses à faire une telle action. Avant le but, si on doit avoir une passe vers l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le joueur qui va marquer le but qui va aller vers l'avant plus vite? Ben, probablement non, parce que d'où va venir la passe? Il faut que ça vienne depuis les côtés. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller vers les côtés. Il va y avoir des ailiers et ailières qui vont commencer à être impliqués, vont monter. Puis plutôt que le joueur qui est super rapide, le joueur ou la joueuse qui fait tout le temps le breakaway, plutôt que de partir comme elle fait d'habitude, mais là, il va falloir qu'elle se tienne un peu plus longtemps dans le milieu de terrain, attendre la passe en retrait pour là faire le but. Donc, les distances vont changer. Qui va être impliqué en premier va changer. Ta profondeur et ton espace vont tous être modifiés. L'organisation va finir par être modifiée aussi. Et finalement, les comportements. Parce que les comportements de celui qui fait tout le temps les buts, celle qui fait tout le temps les buts, ben, inévitablement, il va falloir que ce soit un autre comportement complètement différent. Fait que j'ajouterais un élément que tu as dénoté dans l'article, que vous avez dénoté dans l'article, c'est le fait que ça peut amener plus d'efforts physiques également. Fait que juste de faire cette modification-là, nécessairement, tu dois davantage suivre le jeu. Parce que si tu fais juste une passe lobée en avant, tu as ton meilleur joueur qui part, qui va chercher le ballon, il est en breakaway, fait un tir, ben là, tous les autres sont pas en train de dépenser / des calories, / de sprinter, / de travailler leurs accélérations. Mais si tu es obligé de faire une passe arrière, ben tu dois nécessairement suivre le jeu. Premièrement, c'est comme il y a quelqu'un qui doit avancer avec le ballon, parce que plus tu avances avec le ballon, plus c'est facile de faire une passe arrière. Mais même affaire avec la rondelle au hockey ou peu importe. Puis après ça, toi, ben, si il y a quelqu'un qui avance avec le ballon jusqu'au fond de la zone offensive, ben ensuite de ça, les joueurs en arrière ou les joueuses doivent absolument suivre cet athlète-là. Donc, il y a plus de demandes physiques aussi également. Puis c'est là que je trouvais que c'était un exemple évocatif, probablement le meilleur mot qu'éloquent tout à l'heure, mais où est-ce que une simple modification, juste dire vous devez absolument faire une passe arrière pour marquer un but, change complètement la demande de la situation de jeu dans laquelle tu les exposes. Puis ça, je pense que il faut vraiment le garder en tête. Peut-être dernière question avant qu'on rentre davantage dans la conclusion de la conversation. Bon, ton article soulève un point important également, c'est que les exercices de passe améliorent souvent la technique. Mais, si je paraphrase encore une fois, reproduisent rarement les corridors de passe ou les lignes de passe qui sont utilisées en match. Comment est-ce puis qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis comment est-ce que tu encouragerais les entraîneurs à modifier leurs pratiques puis leurs éducatifs pour favoriser davantage, justement, des passes qui reproduisent les corridors ou les lignes de passe utilisées en match. Ça, j'étais comme, je dis ça, puis j'étais comme, ben je le sais, mais c'est la première fois qu'on me le dit aussi explicitement, puis c'est vrai. C'est particulier, c'est là où on en arrive avec toute notre boîte à outils infinie. Ben, il faut que ça paye, il faut que ça nous arrive à faire une belle création, cette boîte à outils-là. Et c'est là où est-ce qu'on en vient. Imagine, par exemple, qu'on a un petit match. Non, excuse-moi, je recommence. On part du match en entier. Là, on parlait de probabilité au tout début de la conversation. La probabilité, par exemple, dans un championnat tel, de jouer juste en profondeur, elle est très, très grande. Je pense à Liverpool qui faisait son attaque avec Mo Salah qui était beaucoup dans la verticalité. Je pensais, par exemple, il me semble avoir compris que les Hurricanes par rapport aux Canadiens étaient plus objectifs dans cette verticalité-là aussi que nous. Ou peut-être l'inverse, peut-être que je me mélange. Moins familier avec ça. Bref, c'est de dire dans le style, dans le modèle de jeu, pour arriver à faire avec excellence et autant d'efficacité qu'est-ce que l'équipe parvient à faire, ben, ils ont des canaux de choix
Est-ce qu'il passe par les côtés? Est-ce qu'il passe par le centre? Est-ce qu'il passe par, au soccer, ce qu'on a le demi-espace, qui est entre le centre et le côté? Et donc, ces canaux-là font en sorte que il faut les réinjecter dans ta forme jouée, dans tes formats dont on parlait tantôt. S'ils sont pas là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas arriver à une circulation lambda, qui est peut-être moins connectée avec la façon dont tu veux transférer ça à ton match, à ta compétition. Donc, tes canaux de passe, si tu fais un rondo qui est quelqu'un qui court après le ballon dans un cercle, ben t'as pas nécessairement de canaux de passe qui sont indiqués parce que t'as pas de direction. Ton rondo, il va d'un côté, il va de l'autre, mais t'as comme pas de but. Je vais juste traverser le cercle. Mais si par exemple tu as un canal qui est indiqué parce que tu sais qu'il provient de quelque part pour aller à quelque part d'autre, là ça commence à avoir une direction. Fait que ton canal, il vient déjà de gagner une caractéristique. Après, dans une forme jouée, mettons que tu fais un 5 contre 5, tu as tes corridors, tu as tes zones, tu as tout délimité, tu as tout bien dessiné ça, ben tu pourrais aussi déterminer que ton canal de passe, il va aller vers l'autre but, mais il pourrait aussi être restreint à des corridors que tu as dessinés par des cônes. Parce que ce que tu veux pas, c'est d'avoir une passe qui passe du corridor droit complètement, qui passe par-dessus tout le monde, puis qui s'en va au corridor gauche sans raison. Peut-être que c'est un canal, mais dans des modèles que je veux, avec lesquels je suis plus familier là, en ce moment, on n'essaie pas de faire ça à chaque minute. Parce que sinon, qu'est-ce qui arriverait? Ben, ta ligne défensive, elle va juste attendre, elle voit le ballon comme ça, puis elle attend le ballon finalement. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Fait que tes canaux de passe qui passent, par exemple, entre deux adversaires, mais tu pourrais demander à deux adversaires de protéger un canal, une certaine zone, un corridor dans ton jeu, puis tu veux tu veux faire en sorte que tes joueurs et tes joueuses deviennent bons pour exploiter tout ce qui se passe dans ce corridor-là, que ce soit parce que ça passe à côté des deux ou que ça passe entre les deux. Et là, tes canaux commencent à être vraiment plus définis quand tu arrives cette granularité, ce détail-là dans ton information. C'est là que, tu sais, tout ce que tu viens de dire dans les 30 dernières minutes, pour moi, c'est qu'il faut rester loin du type de pratique où est-ce qu'on a un entraîneur à un cône qui fait une passe à un athlète qui attend la passe, qui après ça fait son tir au but, tu sais, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Mais là, clairement que c'était, tu sais, premier niveau, ce que j'ai mentionné là, mais je voulais juste le nommer pour que les gens comme l'aient en tête. Numéro 2, quand tu parles des corridors, corrige-moi si je me trompe, mais on parle pas juste de corridor vertical. Je veux m'assurer que les gens comprennent qu'on parle de corridor dans tous les sens que ça peut se passer dans la dynamique de jeu. Hein, on pense à un corridor, on est nord-sud, là, généralement, quand on est dans une maison, peu importe, mais le corridor peut être en diagonale, peut être à 35 degrés, à 60 degrés, 90 degrés, peu importe, dépendamment de la dynamique. Puis c'est là que moi, le point le plus important, qui sort de ce que tu viens de dire, c'est j'encourage les entraîneurs à comparer. Quand vous êtes dans la zone offensive, là, on prend le jeu offensif, OK, regarde ce que tu vois dans la zone offensive en match, puis regarde ce que tu pratiques en zone offensive en pratique, puis est-ce qu'il y a une concordance entre la probabilité, les pourcentages de corridors utilisés ou les corridors qui sont utilisés dans les matchs puis ce que tu fais en pratique. Puis des fois, tu as des équipes où est-ce que, par exemple au hockey, j'en ai une en tête, où est-ce que, pour X raisons, quand tu arrivais le long de la bande à gauche, c'était toujours difficile de compléter les passes-là. Mais quand tu arrivais le long de la bande à droite, mais je serais pas curieux de savoir aussi que peut-être qu'en pratique, il y avait quelque chose qui était disposé où est-ce que les passes venaient toujours de la droite, potentiellement. Je donne un exemple X, bien entendu. Mais là, j'amènerais la situation inverse aussi. Parce que moi, j'étais un joueur défensif au football dans le temps. J'aimais ça frapper le monde, là, même si je sortais davantage mon épingle par mon cerveau que par mes épaules. Mais ceci étant dit, faut aussi faire la situation inverse. De dire, OK, quand tu crées des scénarios défensifs pour pratiquer ta ligne arrière au soccer, pratiquer tes demi-défensifs, pratiquer tes défenseurs, est-ce que les corridors de passe qui sont bloqués, en désavantage numérique potentiellement, quand tu es dans la clé au basketball, est-ce que ça correspond aux corridors de passe qui sont utilisés par le système adverse? Oui, peut-être qu'ils roulent la balle comme ce que tu as prévu, mais toi aussi, en tant que défenseur, tu dois être en mesure de défendre les canaux de passe usuels. Tu sais? Puis je pense qu'il y a cet élément-là aussi qu'il faut entrer en ligne de compte. Fait que je te laisse peut-être rajouter là-dessus, puis je vais arriver ensuite de ça avec la dernière phase de notre conversation. Hey, moi, je compare ça vraiment à des œuvres d'art, parce que quand tu t'en vas autant que ça dans le détail, pour moi, c'est comme quelqu'un qui maîtrise à perfection sa palette puis qui est capable de faire des mix de couleurs, etc. C'est vraiment une œuvre d'art parce que quand tu es capable je me dégage de l'action et
je suis le créateur de la meilleure plateforme possible pour reproduire des comportements, des principes, mon modèle de jeu, jouer avec les profils, faire en sorte que, tu utilisais l'exemple tantôt de, on va favoriser une séquence de jeu où est-ce qu'on attaque beaucoup par la droite, probablement parce que mon ailier droit ou l'attaquant qui va tout le temps à droite, il est très performant. Fait que je vais travailler sur le comportement de tout le reste de l'équipe pour maximiser qu'est-ce que je peux aller chercher de ça parce que mon joueur à droite qui est très performant, c'est lui qui va faire une grande partie de la job. Je dis, ouais, mais il me semble que les prochaines équipes, une fois qu'ils vont nous avoir joué 3-4 matchs, ils vont nous anticiper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut créer une diversion puis aller à gauche à la place? Donc, il faut que je sois capable de jouer avec le profil, de voir qui est susceptible de faire un travail comparable ou qui m'offre une alternative à gauche. Peut-être un peu moins haut, peut-être un peu plus bas, peut-être dans le demi-espace. Alors tout ça, ça me fait vraiment penser à est-ce que moi, comme entraîneur, je peux me mettre dans les souliers d'un peintre? Je vais créer la meilleure plateforme avec les meilleurs mix, etc., sur lequel mes joueurs vont venir ajouter leur contribution. Puis en général, parce que de plus en plus je joue dans un contexte d'entraînement avec mes joueurs, quand je joue pour faire jouer, ben c'est un peu avec le même mindset que je fais la pratique de coach. Je design pour faire jouer et je vois qu'est-ce qui se passe à partir de ça. J'apprends, c'est itératif. Je tire des conclusions, comme tu disais tantôt, peut-être ça n'a pas marché. C'est pas grave, la prochaine fois, je vais utiliser mes outils puis je vais recalibrer mon exercice pour que ça soit plus concret, soit à la manière de travailler, soit par rapport au comportement de certains joueurs dans le jeu. Fait que je vais être capable de vraiment rendre service. Et c'est ça qui est je pense, au-delà de tout ce que j'ai pu décrire, c'est cette différence-là en état d'esprit qui est challengeante quand même. Tout à fait. Puis tu as utilisé le terme peintre, puis moi le terme que je vois plus ressortir dans certains travaux puis que j'utilise davantage en ce moment, qui fait un lien avec le mot plan et d'observer, c'est le terme architecte. Tu sais, on est vraiment, c'est des architectes de l'environnement de performance, l'architecte de l'environnement de pratique. Puis je pense que c'est comme, OK, on fait un plan, mais tu vas quand même laisser les joueurs jouer à l'intérieur des pièces que tu vas avoir délimitées en fonction des caractéristiques que tu veux mettre de l'avant pour travailler telle habileté comme on vient de le mentionner. Grégory, on aurait pu continuer pendant une autre. Avant de terminer, je vais t'envoyer peut-être juste 2 questions. La première, bon, on a un entraîneur là, qui veut commencer à concevoir davantage ses pratiques sous forme jouée, qui veut concevoir ses séances d'entraînement pour qu'il y ait une meilleure réplicabilité en situation de match. Comme par où est-ce qu'il commence? Comment est-ce qu'il fait ça? C'est quoi la première étape? Je vais proposer quelque chose qui normalement va à l'encontre de ce que je soutiens. Okay. Je contre les catalogues en général. Les catalogues, j'aime pas ça parce que c'est comme si tu arrives sur Expedia puis on te donne 5000 options. Oui, mais moi j'ai besoin de 3 options, j'ai pas besoin de 5000 options. Ben, pour commencer à designer, il faut quand même que tu aies un exemple. Fait que je dirais peut-être commence par un catalogue. Il y a Vestiaire Magazine au soccer, il va avoir l'équivalent au hockey. Il y a plein de stocks sur Internet, sur Instagram. Tu as des gens qui créent par eux-mêmes des exemples. Au moins pour mettre un visuel, juste un visuel, c'est de quoi je parle quand je parle de cible, de corridor, de ligne pointillée, d'organisation, mes 3 défenseurs, mes 2 attaquants, etc. De quoi je parle? Il faut quand même avoir un visuel, ça peut aider. À partir du moment où on a le visuel, ben là, on décompose, on dissèque, ok, parfait. Mais là, je sais que je parle de mes joueurs, je vais changer l'organisation de mes joueurs. Est-ce que je mets 2 défenseurs, 3 attaquants ou 3 défenseurs, 2 attaquants? Est-ce que je mets deux buts d'un côté, un but de l'autre? Est-ce que je mets des lignes latérales? Au moins, je suis capable de comme reconnaître dans mon dessin de quoi je parle. Et après ça, c'est de se mettre soi-même à la planche de dessin en ayant en tête comment je veux que mes joueurs se comportent. Donc, tu te fais une image, tu fermes les yeux, tu vois ton équipe jouer. Là, tu vois Jacques qui est à droite, tu vois Alexandre qui est au milieu, puis tu vois un autre qui est à gauche. OK, mais là, comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils sont trop serrés? Est-ce qu'ils sont très, très larges? Est-ce qu'ils font juste courir vers l'avant? Est-ce qu'ils sont tous regroupés parce qu'ils veulent tous toucher le ballon? Là, tu vois ça. Puis là, à partir de là, tu essaies de disposer comme le pain, comme je disais tantôt, là, ou ton coffre à outils, tu essaies de changer l'ère de jeu et d'en faire une plateforme qui va obliger ces joueurs-là, ces 3 joueurs-là, à explorer soit la largeur, parce que dans mon exemple de tantôt, je disais, notre comportement, nous autres, c'est
là où est-ce qu'on en est rendu dans notre développement, c'est de jouer en largeur. Plutôt que de courir juste vers le but, on va déplacer l'adversaire à droite, déplacer l'adversaire à gauche. Et donc, tu vas mettre tes règles en fonction de ça. Par où commencer, c'est au moins de se mettre un visuel à quoi ça ressemble un dessin de ce dont je parle. Parce que là, ça a été majoritairement audio. Et c'est des mots. À quoi ça a l'air? Puis après ça, ben là, c'est que tu dissèques, puis tu es capable de changer ces paramètres-là en fonction de ce que tu as besoin. Il faut que tu aies quand même l'image dans ta tête. Alors, l'idée, c'est d'avoir au moins une image dans les yeux pour savoir qu'est-ce que tu dessines, mais oublie pas de quoi ça a l'air ton jeu dans ta tête. Fait que prendre des exemples et les modifier. Puis en même temps, je pense que, tu sais, autant je pense que c'est, je dirais pas important, mais ça peut être valable d'avoir été abonné à des catalogues comme The Coach's Site, Vestiaire Magazine et tout ça. Mais le défaut, c'est justement qu'on va les prendre puis on va pas les adapter à ce qu'on fait pour notre équipe et notre modèle de jeu. Puis c'est là que faut le prendre, mais en réalité, l'adaptation que tu vas en faire est beaucoup plus importante. On a déjà dépassé grandement le temps qu'on s'était alloué pour ça. Je vais quand même me permettre de te poser une des 3 questions éclairs que j'avais préparées. Si tu pouvais mettre une citation sur un Jumbotron dans un stade, ça serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? J'aime beaucoup, si nous voulons de meilleurs joueurs, il nous faut de meilleurs jeux. C'est comme, ça pourrait être mis dans le contraire. Si on veut des meilleurs jeux, il faut des meilleurs joueurs. Mais là, je le vois d'une façon contraire parce qu'on a parlé de plateformes depuis tantôt. Ces plateformes-là servent les joueurs et les joueuses. Donc, si on veut des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses qui soient plus adaptables, qui savent prendre des décisions, qui se basent sur des comportements, qui puissent répondre à des situations de jeu en fonction de ce qu'ils, elles ont comme ressources techniques, mentales, physiques, etc. Ben, il nous faut les bonnes plateformes. C'est ce que je veux dire par jeu. Si on est capable de composer des meilleurs jeux pour eux et elles, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que de fil en aiguille, en reproduisant ça, en faisant finalement notre nouvelle habitude, comme on disait tantôt, en faisant une nouvelle habitude qui soit bienveillante puis qui soit constructive, ben là, on va nécessairement avoir un résultat dans la performance parce que on va avoir des participants plus adaptables. Donc, si on veut des meilleurs joueurs, il nous faut des meilleurs jeux. Grégory, merci beaucoup pour cette conversation-là. Si les gens ont des questions, ils veulent te suivre, tu partages beaucoup de contenu super intéressant. Comment est-ce qu'ils ou elles peuvent te rejoindre? Ben là, je les invite à procéder via le canal de mon nouveau projet, là, d'un projet qui s'appelle Game Shaping, qui représente essentiellement tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On est sur Instagram, fait que ça devient très pratico-pratique là, pour échanger par message texte. Il va y avoir aussi beaucoup de choses qu'on va publier via Instagram puis LinkedIn. Malheureusement, notre site, il reste encore un petit peu de travail à faire dessus, fait que ça va s'en venir. Mais greg@gameshaping.com, GAMESHAPING.com. Et j'invite les gens à écrire. Sinon, il y aurait aussi les différents articles on pourrait lier aussi à la publication de ce podcast-là, quand ça pourrait être un lien qu'on pourrait attacher à la conversation. Tout à fait. On va le mettre on va mettre tout ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Grégory, pour nous avoir partagé tes réflexions, tes nuances, tes connaissances et aussi tes exemples. Puis ça, pour moi, c'était une des grandes valeurs ou des choses qui me rendaient stimulé par rapport à la conversation. Parce que je savais qu'on pourrait bien lier la science et le terrain en une belle conversation. Donc, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde pour votre écoute et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde,
rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.